Bien, mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver pour cette table ronde qui est le point d'orgue de cette manifestation. C'était bien évidemment la table ronde sur l'hydrogène en compétition. Parmi les intervenants, naturellement, Pierre Fillon, président de l'ACO. On le remercie et on sait qu'il a une contrainte de temps, donc on fera tout pour qu'il soit libéré en temps et en heure. Je suis très content, comme d'habitude, de retrouver le docteur Wolfgang Ulrich, une légende du Mans, conseiller spécial de l'ACO, passionné par ces questions d'hydrogène. Il est toujours là dans le public pour écouter. On est content de l'avoir sur scène. On écoutera tout à l'heure quelqu'un qui a travaillé avec vous et qui parlera de moteurs à combustion. On a bien compris que c'était quand même un thème d'actualité très prégnant. Pour Green GT, Bassel Aslan, vous avez rejoint l'entreprise il y a quelques mois maintenant. Vous êtes responsable des groupes autopropulseurs sport mécanique. On sait qu'il y a une actualité chargée pour la voiture. On en saura un petit peu plus d'ailleurs grâce à vous, Pierre, dans un instant. Nous avons en ligne, on le retrouvera tout à l'heure, Philippe Rosier, le PDG de Symbio. C'est également l'un des partenaires, naturellement, de ce beau projet. Il est à l'écran, on le salue. Il est venu avec un costume de Michel Vaillant, alors de la tête aux pieds. C'est les mêmes couleurs que les voitures, c'est les mêmes couleurs que les... Vous pouvez vous lever? Parce que... Non, mais si. Ah ben non, mais levez-vous. On l'encourage, il se lève. C'est assez extraordinaire, vous comprendrez dans un instant pourquoi on parle de Michel Vaillant. Bien entendu, on a aussi notre grand témoin, Christophe Gossin, qui est avec nous. Et puis Éric Boudot, GCK. Cette fois, c'est pour la partie sportive qu'on parlera avec vous. D'abord, Pierre Fillon, le programme, les 24 heures du Mans, c'est la fête. Vous l'avez dit, ça a commencé dimanche, c'est cette semaine. Et il y a une actualité très chargée aujourd'hui pour justement la voiture hydrogène des 24 heures du Mans. Oui, une actualité chargée, puisque dans un petit peu plus d'une heure et demie, on va faire le premier record de vitesse d'une voiture de course à hydrogène. Il y a des chicanes maintenant dans la ligne droite, donc ça sera avant la première chicane. On ne sait pas encore quelle vitesse on va pouvoir atteindre aujourd'hui parce qu'il a beaucoup plu. Et donc, ce n'est pas les conditions idéales pour faire ce record. Mais en tout cas, on va le faire quand même. Et donc, ça, c'est tout à l'heure. Et puis, surtout, c'est la course, puisque cette voiture qui est un laboratoire, on a vraiment découvert toute la technologie hydrogène avec cette voiture, parce que c'est pas... Ça ne fonctionne pas comme un moteur à explosion. Voilà, l'hydrogène, c'est du gaz. Le réservoir, il faut le remplir. Il y a des histoires de température. Je pense qu'ils en parleront mieux que moi. Mais voilà, on a découvert tout ça et elle n'avait pas encore roulé en course. Et en course, on apprend beaucoup plus parce qu'il y a des safety cars, parce qu'il y a des drapeaux jaunes, parce qu'il y a des full course yellow. Et donc, la température change. Voilà, beaucoup de data. Et donc, on a fait notre première course à Imola la semaine dernière. Enfin, non, il y a 15 jours. Et c'était vraiment un aboutissement de tout le travail de l'équipe dont Bassène s'occupe et l'équipe de Green GT qui a beaucoup travaillé. Et puis cet après-midi, premiers essais et demain soir, une course donc sur le grand circuit. Là, c'est encore un autre challenge. Donc une première course dans le cadre de Road to Le Mans, 1 heure demain, avec un ravitaillement, puisqu'on a installé la station que Total a fait, qui est au début de la pit lane. Vous le verrez, on va beaucoup la voir pendant les 24 heures du Mans. Et une deuxième course samedi matin, juste avant le Mans. Et puis, comme d'habitude, cette voiture ouvrira la course 15 minutes avant le départ. Une visibilité exceptionnelle pour l'hydrogène et même pour la filière, grâce à cette édition 2022 des 24 heures du Mans. Oui, alors il y a ce village hydrogène dont on a parlé ce matin. Cet après-midi, on aura la représentante française de la Commission européenne qui va y faire une conférence de presse et qui va beaucoup parler de ce que nous a annoncé la commissaire ce matin, tout à l'heure là, sur la vidéo, sur tout le programme hydrogène de la Commission européenne. Donc oui, beaucoup d'hydrogène pendant le week-end aux 24 heures du Mans. Vous avez parlé d'Imola, cette course qui a été faite récemment. Alors justement, on a une vidéo pour revivre cet exploit. On regarde ça tout de suite. Ce 14 mai 2022 va faire date dans l'histoire de l'endurance et du sport automobile. Cette première course d'un prototype électrique hydrogène en catégorie voiture expérimentale ou innovante marque l'avancée de nos recherches pour une compétition et une mobilité zéro émission. Là, on a vraiment
l'aboutissement de tous ces travaux. C'est sûr qu'on va apprendre des choses, peut-être qu'on aura des surprises. Ce que j'espère, c'est que l'image qui va ressortir de l'hydrogène à la fin de cette course sera une image qui donnera à penser que c'est maintenant, et ça répond vraiment aux préoccupations de beaucoup de gens, y compris en dehors du sport automobile. Bravo les gars. Je crois qu'on peut dire bravo quand même, parce que cette voiture, quand on voit le délai, finalement, ça a été développé assez rapidement et elle roule. Elle roule, et elle a fini la course, donc non seulement elle roule, elle est fiable, et on a fait un ravitaillement, parce que tout l'intérêt de l'hydrogène, c'est justement de montrer que un plein d'hydrogène, ça se fait assez vite. On met quelques minutes, et pas quelques... Voilà, si vous voulez charger une batterie, c'est un peu plus long. Donc pour les courses d'endurance, c'est beaucoup plus adapté. Évidemment. Bassel Aslan, donc, pour Green GT. Quels ont été les enseignements de cette course, effectivement? Disons, la voiture, à la base, elle était construite pour montrer, c'était comme un proof of concept, c'est un prototype. Donc, vous imaginez, il a débarqué sur piste pour montrer que cette technologie, il pourra très bien être compétitive. Et en fait, maintenant, on est dans une phase, si vous voulez, la rendre vraiment compétitive. Parce que le proof of concept, il était fait, le message a été passé. Maintenant, il faut montrer à tout le monde que vraiment l'hydrogène, il pourra être compétitif sur circuit avec les autres catégories, avec même des catégories de elles-mêmes, mais assez compétitive, assez intéressant pour les spectateurs. Donc, on est dans une phase maintenant d'amélioration et la rendre plus fiable et avec meilleure performance. Par rapport à votre question des Imola, en fait, effectivement, c'était une opportunité énorme parce qu'on était exposé aux conditions de course réelles. Et comme Pierre l'a dit, effectivement, on avait tous les problèmes, l'échauffement. Par exemple, je vous donne un exemple, le ravitaillement. Ça montrait bien la course des Imola, comment le ravitaillement, c'est une question stratégique. Et c'est l'infrastructure nécessaire pour rendre le ravitaillement fiable et rapide et indépendante de conditions climatiques aussi, parce il faisait très chaud à Imola. C'était un challenge important pour le ravitaillement. Donc tout ça, à mon avis, la première participation aux courses, c'était très important pour mettre la pression à tout le monde, pour pousser cette technologie et la rendre vraiment compétitive et fiable. Merci pour votre enthousiasme. On verra quelles sont les conditions de piste au Mans. Wolfgang Ulrich, vous qui connaissez tellement bien cette épreuve du Mans et tellement bien l'endurance, comment vous commentez justement cette performance qu'a réussi la voiture? Parce que c'est une technologie qui est encore jeune en compétition. Bon, je veux seulement dire que le groupe a fait vraiment un très 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 bon travail. Quand on est entré dans ce projet, je pense il était clair pour chacun que ce n'est pas quelque chose qu'on peut arriver d'être compétitif au niveau des autres voitures dans des années, c'est impossible. On a commencé avec une technologie complètement neuve pour les sports automobiles et on a fait des grands pas et il faut être un peu accepté qu'on peut faire un pas après l'autre. La voiture, j'ai vu au moment où elle roule bien, elle est fiable. Et je comprends bien qu'à ce moment, on va se concentrer pour trouver la performance et avec participation à des courses, inclure dans l'automatisme de faire le relais à voiture, tout ça qui est typique pour les sports automobiles et pour les courses, parce qu'on peut simuler n'importe quoi, mais pas la course. C'est toujours comme ça. Merci, Dr Ulrich. En ligne, nous avons Philippe Symbio, je le disais, donc Philippe Rosier, PDG de Symbio. Vous êtes partenaire du projet. J'imagine que vous êtes également satisfait de voir que la technologie et votre pile tient le choc. Oui, très satisfait. Déjà, bonjour à tous. Désolé d'être parti aujourd'hui. Je ne pourrai vous rejoindre que vendredi pour cette belle fête du Mans. Alors pour nous, Symbio, c'est participer à cette aventure de mission H24, c'est une évidence. D'abord parce que c'est un très beau projet français, et vous savez que Symbio est
est une société installée en France. C'est aussi pour notre actionnaire Michelin dans ses gènes. Le motosport est vraiment au cœur de Michelin et donc au cœur de Symbio. Et puis c'est une technologie qui correspond exactement à notre développement en interne. Pour tout vous dire, l'objectif à terme de puissance sur cette voiture est exactement celle que l'on a sur les poids lourds. Et donc, ça rentre complètement dans notre idée que le motosport, c'est aussi un laboratoire sur route dans des conditions extrêmes qui nous permettent à la fois d'accélérer sur l'innovation, mais aussi de mobiliser, motiver nos équipes. Donc, ça fait chaud au cœur de voir que Mission H24 progresse chaque jour et que l'hydrogène est en marche. Merci, j'allais dire mission accomplie, mais c'est une formule un peu éculée. Bassel Aslan, on a vu que le programme était très chargé pour cette semaine, mais dans les prochains mois, qu'en est-il? Toujours chargé. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Ça va venir. Toujours chargé, et même maintenant, à mon avis, on a fait le premier pas. Mais là, elle nous attend encore beaucoup de travail afin d'arriver vraiment à être, je vous dis clairement nos objectifs, être assez compétitive dans les compétitions GT3. Donc l'objectif, c'est vraiment se battre avec GT3 et arriver à leur niveau et approcher le plus possible de l'MP3. Vous savez, notre châssis approche de l'MP3. Par contre, la technologie le rend beaucoup plus lourd qu'un LMP3 classique. Donc, disons, court terme, c'est combattre avec le GT3 et approcher le plus possible de LMP3. Pour ça, on a beaucoup de développement sur le Power Unit, sur le Fuel Cell, afin de la rendre plus, disons, performante et encore une fois dans toutes conditions de piste auxquelles on pourra être affronté. Donc on a fait déjà beaucoup d'évo, on travaille aussi sur les points bloquants côté thermique parce que vous savez quand ça chauffe on est obligé de, je ne veux pas vous ennuyer trop avec les techniques, mais quand ça chauffe on est obligé de réduire la performance afin de ne pas détruire le système. Donc on va essayer de travailler le comportement thermique pour le rendre plus, en fait, pour réduire la dégradation liée au thermique le plus possible et rendre la performance plus longtemps, qui nous donne la performance en course surtout. Et bien sûr, l'objectif ultime, c'est achever cette phase d'amélioration performance, toujours renforcer la fiabilité pour attaquer la saison l'année prochaine complète. Pierre Fillon, si je me souviens bien à l'agenda, c'est 2025 l'arrivée de la catégorie hydrogène aux 24 heures du Mans. Oui, alors c'est 2025 où ça sera ouvert. Après, ça sera les constructeurs qui vont décider. Il se passe beaucoup de choses en ce moment sur l'hydrogène. On va en parler peut-être tout à l'heure. Il y a un combat, c'est pas un combat, mais il y a différentes technologies. On parle de fuel cell, on parle maintenant de moteur thermique à hydrogène. Voilà, donc je pense que tout le monde travaille. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être un futur règlement ou peut-être 2 règlements qu'il faudra écrire? On parle beaucoup de balance de performance. Eh bien là, je crois qu'il va falloir équilibrer des technologies aussi différentes. La CO n'est pas là pour choisir des technologies. Nous, on est là. Elle les accueille, en tout cas. On les accueille. On est là pour promouvoir le zéro émission, ça c'est clair, puisque c'est notre objectif. Maintenant, il y a plusieurs technologies pour y arriver. Et la CO sera... Enfin, les 24 heures ont toujours été là pour permettre justement à tous les constructeurs de montrer leur technologie et que le meilleur gagne. J'ai un voisin qui, je pense, va pouvoir m'aider un petit peu, Wolfgang Ulrich. C'est vrai qu'on parle de plus en plus de moteurs à combustion hydrogène. Et justement, vous avez choisi quelqu'un qui pourra en parler, quelqu'un que vous connaissez bien, qui a travaillé avec vous. Oui, c'est Ulrich Paretzky qui s'occupait toute la période quand j'étais chez Audi sur les moteurs de course. Avec un certain succès, je crois d'ailleurs. Oui, avec du très bon succès. Il était toujours quelqu'un qui a dit, c'est pas par chance que les motorsports s'appellent motorsport,
parce que c'est le moteur qui fait la propulsion, le reste, c'est la voiture. Moi, j'étais toujours celui qui a dit, regarde, l'ensemble doit être compétitif. Mais Ulrich, il était toujours très proche à des idées qui sont orientées pour le futur. Il a toujours s'occupé beaucoup des types de motorisation qui ne sont pas ça qui est connu. Il voulait toujours chercher quelque chose qui est une invention. Il était le premier qui a développé un moteur à injection directe essence pour une course. Il a porté les moteurs diesel à des niveaux qu'on n'a jamais pensé qu'on peut arriver. Il était celui qui a bien trouvé une solution d'intégrer l'hybride avec un moteur adapté à l'hybride. Et il était depuis longtemps déjà quelqu'un qui a dit, moi je pense que le futur devrait être le hydrogène, parce que notre futur de réduire le CO2 et le chemin sans le hydrogène semble être impossible. Il était un peu comme moi, toujours celui qui a dit la batterie n'est pas la solution complète pour le futur. Et moi, je pense que c'est correct. Il faut réfléchir sur tout ça. Mais le hydrogène est la chance d'utiliser un moteur à combustion avec les minimums des émissions, bien sûr, presque zéro CO2. Bon, il y a des autres émissions parce qu'en ce cas, il faut brûler quelque chose avec l'air et tout ce qu'on a dans l'air, on a un peu dans les émissions. Ça, on ne peut pas éviter. Mais quand Uli nous dit quelque chose sur les moteurs qu'il a dans la tête qu'on peut faire, c'est quelque chose, je pense, qui est quelque chose qui est orienté pour le futur. Et bien sûr, un projet qui a une réalité derrière. Alors, il ne pouvait pas être là avec nous, mais par contre, j'ai pu l'enregistrer. On va donc écouter dès maintenant Ulrich Barecki. Merci Ulrich Barecki d'avoir accepté notre invitation ici dans le cadre de ce symposium hydrogène du Mans. Vous êtes l'ancien responsable de la technologie des moteurs Audi Sport, l'un des pères des moteurs qui ont gagné tant de victoires aux 24 heures du Mans. On va ouvrir un débat avec vous, celui du moteur à combustion qui utilise de l'hydrogène versus la pile à combustible. Avant d'écouter vos arguments, peut-être une première question. Depuis quand vous intéressez-vous à ce type de solution ? Bien, comme directeur des moteurs chez Audi Sport, j'étais toujours intéressé à des solutions techniques qui sont bien pour l'environnement. Par exemple, l'injection directe, on a introduit au Mans en 2001 les moteurs diesel 2006. Et à la fin, on a même eu presque la chance d'utiliser e-diesel en 2015. Tout était préparé. Aussi, les directeurs, les 24 heures étaient complètement enthousiastiques, mais les grands chefs, ils ont eu peur parce que c'était juste la veille du scandale diesel. Comme ça, ils ont arrêté toutes les actions. Sinon, on aurait pu faire toute une saison et même les 24 heures du monde sans production de CO2 en plus. Et après ça, on a développé un moteur 4 cylindres pour la DTM principalement, mais mon arrière-pensée, c'était déjà de l'utiliser, ce moteur, dans les 24 heures au Mans. Et on a fait même les dessins pour utiliser l'hydrogène avec ce moteur-là. Au début, on voulait commencer avec e-fuel, avec essence. Carburant synthétique. Exactement. Et après, c'était prévu d'utiliser l'hydrogène. Comme ça, l'intérêt est augmenté, c'est grossi par le développement des moteurs. En tout cas, vous n'êtes pas seul à penser à cette solution, puisqu'on voit que Toyota l'utilise au Japon en ce moment. Oui, je suis très content. D'un côté à l'autre côté, mal content. Ce n'était pas Audi qui a fait ça. J'aimerais bien être le premier qui a utilisé, mais maintenant, les Japonais, ils ont fait ça. Ils ont fait la preuve. Ils ont fait la preuve que ça marche. Même sous des conditions d'une course de 24 heures. Ça veut dire, pour moi, c'est important d'avoir des moteurs avec hydrogène aussi que Fuji. Et
les possibilités, ils ont fait la preuve. Comme ça, on peut bien voir que ça marche. Il y a des difficultés au début, c'est clair, avec une nouvelle technologie, c'est normal, mais c'est un développement, on va voir. Et j'ai entendu, surtout en Chine, ils travaillent beaucoup aussi dans des moteurs hydrogène pour la série. Ça veut dire que c'est un mouvement qui vient, malheureusement, pas encore en Europe. Alors, on va parler des arguments, des bénéfices de cette technologie de moteur à combustion. Qu'est-ce qu'apporte l'hydrogène au lieu d'un carburant classique, essence ou diesel par exemple? Les avantages de l'hydrogène, c'est premièrement, il n'y a pas de CO, il n'y a pas de CO2, c'est la première chose qui est importante. Et la deuxième, on peut réaliser des performances, la puissance des moteurs sur le même niveau qu'avec essence. On n'a pas de restrictions de refroidissement comme une pile à combustible. On peut même augmenter la puissance parce que la qualité de l'hydrogène, ça brûle environ 10 fois plus vite qu'essence. Ça veut dire qu'on est beaucoup plus libre dans les points d'allumation. Et comme ça, on peut augmenter l'efficacité du moteur dans une grande échelle. Et comme ça vaut vraiment tous les efforts pour introduire l'hydrogène dans les moteurs à combustion. Donc pour vous, c'est un moteur performant qui est adapté pour la course? Pas seulement, mais la première chose, c'était vraiment la course. Les 24 heures au Mans, ça c'était la première place, quant à moi, pour démontrer les possibilités de moteurs qui utilisent l'hydrogène comme moyen de combustion, parce que c'est toujours la meilleure place pour démontrer les nouvelles technologies au public. Les moteurs et les technologies qui ont passé les 24 heures au Mans, ils peuvent aussi passer dans la main des clients normaux. Et pour moi, il faut le faire. Alors un moteur à combustion, il génère de la pollution. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent « oui, mais on continue à polluer, ce n'est pas du zéro émission ». Qu'est-ce que zéro? On a fait une petite histoire. Il y a eu des journalistes au Mans qui ont demandé aussi avec les moteurs diesel combien de pollution j'ai produit. Et j'ai dit non, on ne produit pas beaucoup de pollution, on a une machine à nettoyer l'air. Et quelques années plus tard, un rédacteur m'a téléphoné et il a dit « il faut m'excuser chez toi ». J'ai dit « pourquoi ?» Il a dit « tu as toujours raconté cette histoire, on a toujours rigolé là-dessus, mais maintenant on fait les tests avec un système mobile derrière la voiture, comme ça on mesurait toutes les choses qui sortent les systèmes d'échappement, et vous avez raison. Ça veut dire l'air qui entre dans les moteurs est plus sale que celui qui sort du moteur. Et la même chose avec l'hydrogène. Si on utilise l'hydrogène, on a plus de CO2, on n'a pas même pas nitrooxyde, ça veut dire NOx. Si on a un mélange assez maigre, 2,5 ou moins, ça veut dire si la relation entre l'air qu'on a besoin pour brûler l'hydrogène total, c'est 1, avec 2,5, à partir de ça, on n'a plus de NOx, on n'a plus de CO2, et les peu gouttes de l'huile qu'on brûle, c'est négligeable, c'est vraiment négligeable. Alors, je sais que vous avez déjà eu l'occasion d'en parler à la CO, à la FIA. Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu à l'époque? C'est une histoire un peu triste. Une histoire un peu triste. J'étais bien engagé dans ces réunions à Paris. On a fait quelques-uns pour définir les conditions sous lesquelles on peut participer avec l'hydrogène dans les 24 heures, parce que c'était clair, on veut participer au top niveau, même niveau que maintenant les hypercars ou LMDH. Mais ils ne voulaient pas avoir un système de propulsion autre qu'une pile de combustible. Et moi, je dis, pour moi, c'est faux, c'est une erreur. C'est les mêmes erreurs que les politiciens européens font aujourd'hui, qui veulent que tout le monde achète une voiture électrique, même ceux qui ne veulent pas, et ce n'est pas nécessaire, et ce n'est pas usible pour eux. Et je dis, si vous définissez un but, et disez, il faut utiliser tant de dimensions d'hydrogène, mais les chemins techniques, c'est ouvert, c'est comme toujours, et ça c'est l'esprit des 24 heures du Mans.
que la technologie est libre, ça veut dire qu'il faut définir seulement les buts. Mais j'étais vraiment déçu. À cette époque-là, ils ont vraiment défini la technologie et ça, c'est faux. Ah, vous croyez que la vie peut changer? J'espère, parce que Toyota a fait la preuve, les Chinois, ils font la preuve qu'un système de moteur de combustion est acceptable pour les clients parce qu'il ne change pas beaucoup de choses. Ça veut dire on a un moteur, on a une boîte de vitesse, comme toutes les choses qu'on connaît déjà. On n'a pas une batterie, on n'a pas besoin de tous les poids qui est vraiment part de cette solution avec une pile à combustible et les moteurs électriques. Rien contre les moteurs électriques et contre les batteries, mais toutes les choses en place directe. Là où il faut utiliser disons, la technologie juste. Alors, vous savez que l'hydrogène va arriver en 2025 au sein des 24 heures du Mans. Imaginons qu'il y ait les deux technologies, la pile à combustible et le moteur à combustion hydrogène. À votre avis, laquelle des deux technologies pourrait gagner à ce moment-là? La première chose, c'est l'environnement qui gagne et l'esprit des 24 heures qui gagne. Ça, c'est la chose qu'il faut. C'est nécessaire. Et en plus, à mon avis, si le moteur est fait juste, il n'a pas de batterie, il n'a pas de moteur électrique, il a les mêmes châssis, il a le même système de stockage hydrogène, ça doit être unique pour toutes les voitures pour sauver l'argent, pour ne pas dépendre trop d'argent. À mon avis, si le moteur est fait bien, il peut gagner parce qu'il est moins lourd et il est moins compliqué. Merci Ulrich Barecki d'avoir participé à ce symposium hydrogène du Mans et je note que vous parlez aussi bien français que le docteur Wolfgang Ulrich. Bravo encore une fois. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir. Et d'Audisport. Et bon succès au congrès. Merci. Au revoir. Merci à Ulrich Barecki. Bel effort. Il regrette vraiment de ne pas pouvoir être là aujourd'hui. Alors, on a bien sûr des experts techniques qui peuvent répondre sur les avantages de la pile. On va commencer par Philippe Rosier de Symbio qui est en ligne avec nous. Vous avez écouté attentivement, bien sûr, Philippe, ce qui a été dit. J'imagine que vous avez à cœur de défendre votre technologie. Oui, évidemment, j'ai écouté très attentivement et je dois dire que sur plein d'arguments d'Ulrich, on peut se retrouver. On voit bien l'esprit de compétition, l'esprit de course qui l'anime et même sa passion. Donc sur les aspects techniques, on peut en débattre, on va en débattre sur les différences au niveau du rendement, les questions autour du bruit. Mais au fond, moi je voudrais positionner la question différemment. Le point, c'est de savoir comment la compétition, comment on place la compétition par rapport à la mobilité. Si on place la compétition uniquement autour de la course, effectivement, la seule conclusion, c'est que le meilleur gagne et puis on se retrouve à l'arrivée. Mais permettez-moi de penser que la compétition, c'est plus que ça, c'est bien sûr ça, mais c'est plus que ça, c'est aussi l'anticipation, la préparation de la mobilité de demain. Et on est en plein dans des transformations incroyables il y a quelques dizaines d'années sur la mobilité, et on sera tous d'accord pour dire que les émissions demain, c'est plus possible. Même moindre, le moteur à explosion hydrogène continue à émettre des émissions. Le bruit, c'est plus possible. Et même si en compétition, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut du bruit, ça fait partie de la course, ça fait partie de l'adrénaline de ce moment-là. Mais dans la vie de tous les jours, le bruit, c'est plus acceptable. Le bruit en ville, c'est plus acceptable. Donc, dans ce cadre-là, moi, je continue de penser que le fuel cell fait partie, et pas la seule, mais fait partie des technologies de demain, et que la compétition
doit nous aider à accélérer sur cette voie-là. Merci Philippe. C'est Laslan, vous êtes sur le plateau. Alors, vous, c'est une pile à combustible, hein, c'est celle de Saint-Lô d'ailleurs qui est dans la voiture. Exactement. En fait, effectivement, on ne peut pas être d'accord avec plein de points qui étaient dits dans la faveur de moteurs thermiques, combustion engine avec hydrogène. Mais il y a des arguments que j'aimerais bien clarifier certaines choses. Parce que, ok, je comprends, la batterie, ça fait 2 poids, tout, mais j'aimerais bien clarifier un truc, que la batterie dans le système fuel cell, c'est pas pour faire fonctionner le fuel cell. En fait, ça fait une partie du système hybride. Et vous voyez, dans la compétition motorsport actuellement, tout le monde se dirige vers l'hybride. Et tout le monde, il sait, à la tête le FA, que l'hybridation, c'est mieux. Pour la performance, je parle purement performance, compétition. Donc en fait, ajouter une batterie, ajouter un moteur électrique, ça aide la performance automatiquement. Et la preuve, le 6 cylindres, le système Hertz dans le FA, j'ai rien à comparer les lap time. Donc en fait, ça, on l'a automatiquement dans le système fuel cell. Parce qu'on a le moteur électrique, parce que c'est un système électrique, et on a la batterie qui permet de faire cette buffer, d'ajouter la performance dynamique et récupérer l'énergie de freinage, donc l'hybridation. Donc, ok, on ajoute un peu de poids, mais on gagne beaucoup de performance de l'autre côté. L'autre chose par rapport au moteur thermique, c'est dur pour moi, à mon avis, je ne suis pas expert dans le thermique, mais je crois que c'est dur. Quand on va aller pousser pour polluer moins, à mon avis, il y a un compromis à faire. Ça veut dire qu'on aura une performance moins importante, ça veut dire efficiency moins important. Et là, ça va être dans la balance, c'est pas si évident que ça. Sachant que le moteur thermique à hydrogène, il a déjà un rendement faible par rapport au piles à combustible. Et il est vachement saturé au niveau de recherche. Vous savez, c'est un siècle complet et même plus. Alors que le pile à combustible il vient de démarrer avec un rendement nettement plus élevé. Donc vous imaginez un truc qui vient de démarrer, et il y a toutes les perspectives et l'horizon et les toolings et l'avantage, la technologie qu'on a maintenant, qui sont ouvertes pour améliorer encore le rendement. On a un truc, on parle entre 25 et, on peut pousser jusqu'à 45%, le thermique, le moteur combustion hydrogène, alors que le fuel cell, il démarre déjà à 50, et on pourra la pousser jusqu'à 60 peut-être. Donc ça... Je pense que c'est essentiellement ça. Et le dernier point que j'aimerais bien juste solliciter par rapport à ce niveau, c'est le fuel cell elle-même. Il a un problème, c'est vrai, fondamental, thermique, on répète tout le temps. Le premier argument qu'on vient de démarrer, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. À mon avis, il y a un potentiel énorme de se débarrasser de ça, soit au niveau de matériaux, soit au niveau de cooling system pour décaler. C'est vrai, parce que, vous savez, un moteur thermique, on s'en fout, ça chauffe, il chauffe jusqu'à 120 degrés, c'est pas un problème. Fuel cell, on pourra imaginer un matériau différent ou un système de cooling différent pour surmonter ce problème-là. Merci. Du coup, Pierre Fillon, une fois qu'on a entendu tous ces éléments, c'est quoi votre réaction? Même à titre personnel, si vous voulez. À titre personnel, je serais plutôt... On va vraiment vers le zéro émission. Il nous faut du zéro émission. Donc, ça, c'est bon. Mais en tant que président de l'ACO, je crois que l'ACO, elle n'est pas là pour favoriser une technologie. Donc... je suis content de dire à Ulrich Bareski que ça sera ouvert. On ouvrira. Il sera content aussi, je crois. Mais là où je rejoins totalement Philippe Rosier, c'est qu'il faut que la compétition, en tout cas c'est pour les 24 heures du Mans et l'endurance, c'est une compétition au service de la mobilité de demain. Donc il ne s'agit pas d'aller juste chercher la performance et de faire une course. Donc voilà, c'est un peu. Mais je crois qu'on est là, on vient de rentrer dans un débat dont on va parler pendant quelques temps. Certainement. Je voudrais vous présenter Clémentine Gimbert de l'Estacade Laval. Je m'excuse, tout à l'heure je ne vous ai pas reconnu, sur votre profil LinkedIn, vous avez un casque en même temps, ceci explique cela. Clémentine est étudiante. Elle parlera tout à l'heure d'un projet passionnant étudiant sur le karting à hydrogène. Et je pense que ça peut intéresser l'ACO. Mais en tant qu'étudiante, puisque ça fait partie des thèmes que vous justement, on vous apprend à l'école, vous pensez quoi de ce débat moteur à combustion, pile à combustible? Bon, déjà, bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Et à propos de ce débat,
Nous, en classe, on commence à voir les deux technologies, que ce soit dans notre cours de thermochimie ou bien en électrique. Donc, pour les élèves, c'est vraiment intéressant voilà, de se pencher dessus. Après, pour ce qui est de notre projet, nous, on s'est tourné vers la pile à combustible, ce qui nous permet d'avoir voilà, cette moteur hybride avec les batteries et le moteur électrique plus la pile à combustible. Donc, voilà, à mon avis, nous, on sera penchés sur ça pour ce projet-là, pour Source Hydrogène Racing. J'aimerais poser une question avec beaucoup de précaution à notre grand témoin qui est Christophe Gossin. On a eu tout à l'heure un récit fantastique sur votre camion du Dakar. Est-ce qu'on pourrait, j'emploie le conditionnel, est-ce qu'on pourrait imaginer un jour d'avoir un camion hydrogène aux 24 heures du Mans Camion ? On aime bien les défis chez Gossin. Vous avez compris qu'on était spécialisé dans la mobilité lourde. On est sorti, comme je le disais tout à l'heure, triomphant du Dakar. Et on pense vraiment qu'il y a une place pour l'hydrogène sur donc cette course spécifique de camions du 24 heures du Mans. Pourquoi ? Parce que dans les discours aussi précédents, il y a un phénomène qui est le couple dont on a besoin. C'est un profil de course où on est sans arrêt en train d'accélérer sur des longueurs qui sont beaucoup plus courtes. Donc c'est un peu le contraire du Dakar. Il faut être surbaissé. Et vous savez, on est partenaire avec Nasser Al-Attiyah qui a gagné le Dakar. On a une joint venture commune. On fabrique d'ailleurs des véhicules à Doha. Et on était au déjeuner et il me disait je ne peux plus faire grand-chose avec les nouvelles voitures. Et je dis pourquoi ? Il me dit parce ce sont des motorisations électriques dans les roues. Et à chaque fois que mes concurrents ils accélèrent, à chaque fois ils me grattent. Et ce sont des temps précieux, ces fameuses secondes, qui fait la différence. Alors aujourd'hui, il fait la différence avec son comme pilote chevronné. Mais il me dit l'année prochaine, c'est fini. Donc ça veut dire que ce couple-là qu'on a dans les roues, c'est un moteur électrique. Et donc il faut remonter ensuite pour dire qu'on a besoin d'une batterie, parce que la batterie, c'est deux enjeux. C'est aussi, on stocke et on donne plus de puissance au moment de l'accélération. Et puis après, le débat sur la pile à combustible, je crois qu'il y a autant de use cases que de solutions technologiques. Pour nous, on sera dans le zéro émission. On ne veut pas de bruit, d'odeur. Et dans votre discours Green GT, n'oubliez pas les vibrations. Les moteurs diesel thermiques font des vibrations qui sont terribles pour la fatigue des matériaux. Quand vous êtes en fuel cell, vous n'avez plus ce phénomène vibratoire, qui est aussi un confort, et je finirai sur la partie de Nasser Al-Attiyah ou de notre pilote du Dakar. Il me disait, moi maintenant, j'ai plus la contrainte, je peux vraiment me faire un focus sur le pilotage. Je n'ai plus cette fatigue de passer sans arrêt les vitesses, parce que sur un camion, vous avez des vitesses, je crois que ça monte jusqu'à 12 vitesses. Donc il est plus en train de manipuler sa boîte de vitesse. Il n'a plus le bruit, il peut discuter avec son copilote. Donc il se sent plus en forme vraiment pour sa tactique, pour le pilote. Et donc pour vous dire, oui, Gossin, on serait ravis de participer à la prochaine édition du 24 heures du Mans Truck. On aime bien les défis. Il faudra simplement un peu baisser le camion, parce qu'on est plutôt fait pour passer des dunes. Donc il ne faut pas se trouver collé au-dessus de la dune avec notre camion. Il n'y a pas trop de dunes, ça va donc voilà. Mais on serait ravis, parce qu'on va avoir ce couple et on peut gagner votre édition du 24 heures du Mans. On peut la gagner grâce au couple phénoménal qu'offre le camion à hydrogène. Bon, il vous tend une perche, là, je crois. On n'a pas de sable, mais on a du gravier. Non, bien sûr, on sera ravis d'accueillir ce camion. Après, avant qu'il soit en course, il y a un petit peu de travail. Il faut l'homologuer avec la FIA, etc. Mais oui, on va travailler avec... Vous savez qu'on est co-organisateur des 24 heures camions. On n'est pas seul. Donc, on va en parler avec l'organisateur dès la semaine prochaine et avec Christophe Gossin. Et on va voir comment est-ce qu'on peut
organiser ça. Merci. Je propose qu'on parle de Michel Vaillant. Tout le monde connaît ce pilote héros de bande dessinée. On va en parler avec Jean-Louis Dauger, qui est le directeur de la marque Michel Vaillant et en charge du développement. Alors, si on en parle, c'est parce qu'il y a une actualité. D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que Michel Vaillant est passé à l'hydrogène il y a quelques mois. On va voir sur l'écran, justement, donc l'album Pikes Peak qui était sorti en octobre dernier. Il y a 2 voitures. Il y en a une, c'est une voiture de course qui a fait l'ascension de cette célèbre montagne du Colorado. Et à côté, il y a une voiture de route. C'était normal que Michel Vaillant se mette à la page quelque part ? Alors, je pense que c'était normal. Déjà, il faut beaucoup d'humilité. Nous, c'est quand même très simple de dessiner une voiture avec une pile à combustible par rapport à tous les ingénieurs qui sont autour de moi. Donc, beaucoup d'humilité déjà sur le sujet. Pikes Peak, c'était vraiment l'envie aussi de montrer un peu ce conflit de génération qu'il y a. Parce que Michel Vaillant a un papa qui est complètement fou de thermique, qui ne veut pas entendre parler d'électrique. Et puis Michel Vaillant a un fils, Patrick, qui lui est plutôt un geek et qui a plutôt envie d'aller vers la nouvelle technologie. Donc on a ce conflit de génération qui est intéressant d'un point de vue, bien sûr, storytelling, pour qu'on puisse voir justement les débats qu'il peut y avoir et qu'il n'y a pas sans doute de solution unique. Et là, dans le cas de Pikes Peak, c'est en fait la nouvelle patronne de Vaillant, c'est Françoise Vaillant, donc c'est une femme maintenant qui dirige l'écurie Vaillante, l'épouse de Michel, qui fait ce choix, qui est un choix que ferait un constructeur aujourd'hui, s'il était vrai, nous c'est un constructeur de fiction, de dire on va les gagner Pikes Peak, et à la fin de Pikes Peak, avec cette voiture à hydrogène, on va présenter notre nouvelle voiture qu'on va commercialiser. On va charger ces planches de cet album Pikes Peak où elle révèle donc ce modèle. Alors, la voiture s'appelle Vaillant Montlhéry avec un H majuscule, c'est pas pour rien. Alors déjà, j'aurais pas voulu l'appeler Vaillant Le Mans parce que je suis sûr que Pierre ici m'aurait demandé des sous. Vous auriez fait un geste, non? Donc on l'a appelé Vaillant Montlhéry. Non, c'est une boutade parce qu'en fait l'idée de Montlhéry c'était tout bête, mais c'est qu'en fait au milieu il y a un H dans Montlhéry et on a mis le H majuscule pour bien montrer que la voiture était à hydrogène. Donc c'était plus un gimmick. Et en fait, c'est vrai qu'à la fin, Françoise présente la voiture aux journalistes, tout en haut du Colorado, à 4000 mètres d'altitude, très fière du fait que la voiture en compétition a gagné, qu'elle va vendre une voiture. Et c'est ça le thème d'ailleurs du prochain album, une vraie voiture de route. Alors en attendant, on découvre les images. Ce qu'il faut dire, c'est que cette voiture a été réalisée par un vrai designer automobile, Ugo Spagnolo, qui travaille donc chez DS, sous la direction du style, donc bien sûr, de Thierry Métrose. Donc c'est une vraie coopération avec le monde de l'automobile, du coup, pour cette... Oui, en fait, c'est ça qui est vraiment super, c'est qu'en fait, avec Vaillant, on mêle fiction, réalité, et il y a effectivement ce Thierry Métrose, qui est un ami de longue date, et qui est un vrai fan de Vaillant, et un designer d'origine espagnole. Elle est jolie, quand même. L'auto est quand même très sympa, et en fait, cette auto, elle était vraiment dessinée par un vrai designer, et ensuite, ce sont nos dessinateurs qui l'ont reprise. Mais c'est pas pensé par un dessinateur de BD, c'est pensé par un vrai designer automobile qui a compris ce qu'était en fait une Vaillante, avec les formes, les lignes et autres. Et on l'avait fait le brief pour que ça soit une voiture 2 places avec pile à hydrogène. Ça vous fait plaisir, Pierre Fillon, de voir que Michel Vaillant, lui aussi, se laisse gagner par l'hydrogène? Oui, complètement. Michel Vaillant a toujours été en avance. Je veux dire même qu'il se met à la page, sans jeu de mots. Mais non, Michel Vaillant nous a fait rêver quand on était enfant. Maintenant, il faut qu'il fasse rêver la génération future. Et Michel Vaillant, il a un fils, effectivement. Moi j'ai un fils aussi qui pousse aussi vers l'électrique, enfin en tout cas vers le zéro émission. Et je crois que toute la jeune génération est absolument très attachée à ce qu'on aille dans ce sens. Elle est même un peu impatiente. Je pense qu'il faut qu'on aille plus vite. Et donc c'est bien que Michel Vaillant montre l'exemple. Alors vous voyez à l'écran, donc c'est Cannonball, c'est le dernier album. Et vous l'avez ici, voilà, à votre main. Et Cannonball, en fait, il sort le 10 juin. Donc là, en fait, avec 2 jours d'avance. Voilà, après-demain, en fait. Et donc là, l'idée, c'est... On présente la nouveauté. C'est vraiment que cette voiture, comme vous la voyez, en fait, pilotée par Michel Vaillant, se bat contre un youtubeur. C'est Pescarolo dans l'hélicoptère, non? Non, c'est pas Pescarolo. Il y a une histoire, vous verrez, digne de James Bond. Mais en fait, là, l'idée, c'est aussi d'avoir une bataille entre la Vaillante Montlhéry, pile à hydrogène, et puis de l'autre côté, une Ferrari pilotée par un youtubeur. Et ce qui est amusant, c'est que cette course, elle fait un peu plus de 25 heures. Donc on n'est pas très très loin de la course des 24 heures, parce que le record du Cannonball, c'est à 25h30, je crois. Toute la question, je ne vous le dirai pas, c'est Michel Vaillant va-t-il battre le record?
Mais effectivement, on est quand même sur une course longue distance qui va de New York en fait à Los Angeles. Et on va découvrir justement les planches de cet album, donc effectivement, Voilà, départ donc de New York. On voit que la voiture ne fait pas vraoum en fait. Voilà, elle fait pas vroir, elle contrairement à ce vrille. qui est marqué sur votre pins, là, sur votre costume. Oui, c'est vrai, vous Elle avez fait raison. zi. J'ai un pins has-been. C'est en fait le vrille du moteur électrique, puisque là, en l'occurrence, on est vraiment pile à hydrogène avec moteur électrique. Et on avait imaginé ce que pouvait être le bruit dans une bande dessinée d'un moteur électrique. Donc, c'est plus un vroir, c'est un vrille, comme ça. Et les voitures donc, partent du Red Bull Garage, qui est à New York, pour aller vers Portofino, pour ceux qui connaissent le Cannonball, qui est à Los Angeles. 4500 km, un peu plus de 25 heures. Donc, comme une course de 24 heures, pas loin. Et j'imagine que le bruit, comme il y a moins de bruit, du coup, les biches, on le voit sur la planche. Voilà, elles réalisent plus tard qu'il y a une voiture qui arrive. C'est exactement ça. Je suis content que vous l'ayez vu, parce que c'était ça l'idée. Et vous voyez que la voiture se fait à un moment ravitailler. Et puis là, c'est une scène, là, j'ai juste pour vous donner envie, c'est une scène, vous verrez, digne d'un James Bond dans l'album. C'est Jean-Claude Van Damme, non, qui se pose avec ses deux pieds entre deux voitures. Il a fait ça avec un camion, donc... Non, pour ceux qui connaissent Michel Vaillant, vous pourriez éventuellement reconnaître qui est la personne en haut à gauche, mais je ne dirai rien. Donc ça sera à lire dans 2 jours, notamment à la librairie Bulle, par voilà, exemple. en fait, on a 3 séances de dédicaces. Vendredi sur le circuit, de 14h à 16h, accueillis par l'ACO. Samedi matin à la librairie et dimanche avec Pog et Marc Bourgne. Donc le youtubeur sera là. Voilà, le youtubeur sera là avec Marc Bourgne et on sera en pleine course de 24 heures. Bon, et puis les Vaillantes, il y a quand même une actualité par rapport aux 24 heures du Mans. Alors oui, l'actualité pour cette année et pour l'année prochaine, c'est que cette année, on est effectivement là à partir de demain. Je serai avec les 2 dessinateurs pour préparer en fait l'album qui sortira en juin 2023. Et pour qu'il soit le plus réaliste possible, les dessinateurs viennent pour se documenter, s'inspirer de ce qu'est le Mans aujourd'hui, pour dessiner au mieux. Et puis l'année prochaine, je crois que c'est une année importante quand même pour le Mans. Et là aussi, prochain album en préparation. Alors c'est un double anniversaire. C'est bon, d'abord évidemment les 100 ans du Mans, 1923-2023. Il se trouve que c'est aussi l'année de naissance de Jean Graton, puisque Jean Graton est né en 1923. Il aurait eu 100 ans. Il est mort il y a à peu près 1 an et demi. Donc je pense que de là-haut, il sera très content de voir pour son centenaire sa voiture rouler. Donc ça serait une voiture que l'on a avec TDS, un très joli partenariat pour faire rouler une vraie voiture au Mans. Par contre, en LMP2, donc avec un moteur thermique, c'est ça qui est différent entre la fiction et la réalité. Et en 2025, vous imaginez une Vaillante hydrogène sur le circuit, Pierre ? Il faut poser la question. En tout cas, est-ce qu'il y a des fans de Michel Vaillant là Alors dans la salle déjà ? Vous connaissez Michel Vaillant, j'imagine quand même. Quand on était gosse, on a tous lu ça. Et Christophe Gosselin, vous êtes fan ? Oui, je suis fan. Non, bien sûr, c'est une belle image, c'est une belle suite qui est proposée. Et transformer ce véhicule, ça peut être un défi des personnes qui sont ici, si c'est votre souhait de la basculer en hydrogène. Merci en tout cas Jean-Louis Daugé pour ce beau cadeau qu'il nous a fait de présenter en avant-première cet album Cannonball qui sort donc dans 2 jours. On continue cette table ronde compétition pour parler du Dakar et on va en parler avec vous, Éric Boudot, puisque donc GCK aura un joli buggy à présenter. On va d'ailleurs le découvrir en images. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ce débat moteur à combustion et puis pile à combustible, il fait rage aussi quelque part. Enfin, il est d'actualité au sein du Dakar aussi. Ah oui, il est plus que d'actualité. Et je rejoins Pierre sur le fait qu'on ouvre là un débat qui va durer très longtemps, avec des arguments qui seront de toute façon tous légitimes. Alors nous, GCK, on a une particularité, c'est qu'on a décidé depuis l'origine du projet d'investir et de développer les technos, comme je disais tout à l'heure. On a une société qui fabrique des batteries, on a une société qui fabrique des moteurs, on a une société qui fabrique une pile à combustible, puisqu'on a lancé le programme Dakar il y a 3 ans, en lançant le développement de notre propre système pile pour pouvoir avoir un produit plus compact et plus puissant que ce qui se trouvait sur le marché. Aujourd'hui, on a une pile qui délivre 200 kW de puissance en sortie et qui est une des rares au monde d'ailleurs à avoir ce type de caractéristiques. Et donc, on est relativement agnostique technologique quand on arrive sur notre activité véhicule et notamment rétrofit. Et dans le groupe, du coup, on a aussi cette particularité d'être un team de course, un team de championnat du monde, puisqu'on a des pilotes qui roulent en championnat du monde de rallycross et en championnat du monde de rallye raid. Et donc, de pouvoir avoir cette vision un petit peu large du besoin de demain. Et je rejoins ce que disait Monsieur Rosier tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on ait une connexion. Encore plus nous,
petits acteurs par rapport aux grands constructeurs, on doit avoir un lien technologique, on doit réutiliser à fond la capacité de la course automobile d'être un laboratoire pour pouvoir le transposer. Parce que s'il n'y a pas de transposition dans la vie réelle, j'ai envie de dire, c'est très très difficile aujourd'hui de mettre des voitures sur les terrains d'opération. Donc oui, on est parti en pile à combustible pour les questions du Dakar, pour les questions d'être aussi partie prenante de la transformation. Il nous arrive de discuter avec Pierre de ce sujet, de l'homologation et de la certification, qui est un vrai sujet compliqué. Et d'ailleurs, pas seulement en course automobile. Aujourd'hui, on a quelques dossiers à mettre en œuvre autour de la FIA pour autoriser les voitures à rouler avec l'hydrogène, mais on a les mêmes dossiers finalement à pousser sur la voie publique. Puisqu'on parle depuis tout à l'heure du moteur à combustion hydrogène, où vous avez compris, on y croit beaucoup, on va investir énormément dans ces projets. Là, on va sortir une gamme complète de moteurs conçus pour la combustion hydrogène. Mais aujourd'hui, il est interdit, en tout cas, il n'est pas autorisé de faire circuler un véhicule avec un moteur à combustion hydrogène sur la voie publique. Que ce soit un moteur neuf d'ailleurs, ou que ce soit un moteur rétrofité, puisque la législation ne le permet pas. Donc on a un vrai travail aussi à porter autour de ces technologies. Et après, en conclusion sur ce sujet, je pense que la réalité, c'est une technologie, un usage. Christophe le disait tout à l'heure, il y a multitude d'usages, il y a multitude de technologies. Bien entendu que les zéro émissions sonores vont être indispensables dans certains segments d'activité, mais on a d'autres secteurs, notamment secteur off-road, sur lequel on va avoir la contrainte de la poussière, la contrainte de la vitesse de déplacement du véhicule et donc de la capacité à refroidir les véhicules, qui est un vrai enjeu. Et finalement, si on veut que cette transition aille vite, on ne peut pas se fermer les yeux sur les technologies qui sont prêtes. Demain, on verra, mais aujourd'hui, si on veut être capable de mettre de l'hydrogène, il faut savoir être ouvert, à mon sens, à toutes les technos. Et le moteur a clairement une grosse place à jouer. Et peut-être juste aussi pour conclure, c'est qu'on parlait tout à l'heure beaucoup effectivement du Japon, de la Chine qui investissent, mais il faut savoir qu'en Europe, ça investit très fort aussi. Et il n'y a qu'en France où on est un tout petit peu lent en ce moment sur le moteur à combustion hydrogène. Christophe Gosselin, l'étape d'après, c'est un camion hydrogène encore plus compétitif, bien sûr. Alors oui, donc on a fait ce Dakar de manière un peu précipitée. Et donc, encore une fois, c'est bien sûr très prometteur. On a aussi fait homologuer le véhicule au TÜV, qui est quand même un organisme très exigeant. Donc on a pu poser une plaque d'immatriculation sur ce camion en moins de 8 mois. Pourquoi? Parce qu'on est allé chercher des composants qui étaient déjà homologués c'est un peu simpliste, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais voilà, donc il y a quand même des composants sur l'ensemble de la chaîne de traction, d'une manière générale sur la chaîne énergétique qui existent aujourd'hui et qui sont donc homologués. Et donc la problématique du Dakar, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vraiment officiellement d'hydrogène au Dakar. Donc l'année dernière, nous on a fait l'effort pendant ces 5000, 6000 km d'amener cet hydrogène. Donc il y a le souci de l'hydrogène. Donc on espère que le Dakar sera cette année prêt pour l'hydrogène. Et en ce qui concerne notre véhicule, ça sera un véhicule rabaissé parce qu'on l'a fait trop gros. Il fait 800 chevaux. C'est pour ça que c'est aussi intéressant, c'est-à-dire que 800 chevaux, c'est largement suffisant pour faire ces épreuves complètement difficiles. Donc en fait, un centre de gravité abaissé, et toujours ce phénomène incroyable du couple qui nous permet de passer des dunes facilement. Bassel Aslan, on sait que Green GT sait faire des camions. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour un camion de compétition fait par Green GT ? Pourquoi pas? Vous l'avez dit, en fait, on a déjà l'expérience dans l'industrie avec des camions série. Je pense que ça pourra être un projet très intéressant à étudier par Green GT, oui. Même question que je pose à Philippe Rosier qui est en ligne avec nous. Vous faites des piles pour les camions chez Symbio, donc ça serait aussi une possibilité. Oui, effectivement, on a regardé, parce que ce sont de très beaux projets. On a beaucoup hésité, mais pour le moment, on a décidé de laisser passer notre tour parce qu'on est une petite entreprise et Mission H24 est pour nous une priorité. Donc, on met toutes nos ressources dessus, mais un jour, pourquoi pas.
En tout cas, on découvre ici les camions qui vont rouler donc aux États-Unis dans le cadre d'un projet dans lequel vous êtes impliqué. Je sais, mon cher Pierre, que vous êtes un petit peu pris par le temps. On peut le comprendre, hein, que les 24 heures du Mans, c'est normal. Peut-être d'un mot avant que vous nous quittiez. On voit que toutes les compétitions aujourd'hui s'interrogent sur l'hydrogène et clairement, ça démontre sa pertinence. Oui, en 2017, on parlait un petit peu dans le désert. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que voilà, l'hydrogène maintenant est au centre de toutes les discussions et même ça devient du concret. Et donc voilà, on va avoir de l'hydrogène au Dakar, on va avoir de l'hydrogène évidemment en endurance. Je pense qu'il y a des GT hydrogène qui vont, en tout cas, je pense que n'oublions pas le karting, on en parlera dans un instant. Et le karting, enfin voilà, en fait, l'hydrogène a de multiples applications. Et tant qu'on va vers du zéro émission, tout va bien. Il nous reste encore un tout petit peu de temps, mais j'aimerais qu'on applaudisse très chaleureusement Pierre Fillon, qui nous a accordé son temps. Et on le sait, il est précieux en ce moment. Wolfgang Ulrich, Audi est au Dakar. Ils ont choisi autre chose que l'hydrogène, c'est l'électrique. Vous le déplorez? Vous aimeriez qu'un jour ils fassent le Dakar en hydrogène? Bon, alors, je voudrais dire que le concept de la voiture que Audi a utilisé, c'est quelque chose de très spécial. Et moi-même, je n'étais pas complètement d'accord que c'était le chemin qu'il faut prendre. Le hydrogène, pour moi, a un futur au Dakar. C'est seulement le problème qu'il faut que l'hydrogène est disponible parce que pour le ravitaillement, il le faut. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire. Pourquoi pas aller avec un moteur hydrogène ou une pile combustible au Dakar? Pour moi, c'est une très bonne idée. C'est un signe que même là, on peut s'orienter avec les motorsports pour le futur et pour la réduction des CO2 qui est très important pour nous tous et pour nos enfants et nos petits-enfants. On va terminer avec le karting à hydrogène, parce que ça, c'est un projet qui est fait en région Pays de la Loire. Je le disais, c'est au sein de l'Estaca à Laval. On va découvrir d'abord une première image. C'est un rendu 3D de ce que pourrait être ce futur kart H2. Voilà, il est porté en fait par une association. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Clémentine? Alors du coup, notre projet, c'est Source à Hydrogène Racing. Donc voilà, le but du projet, c'est de développer un kart à motorisation hybride, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ce projet se développe du coup au sein de l'association Hydrogène de l'école Estaca. Et on va afficher votre présentation PowerPoint au même moment pour passer les slides en revue. Donc voilà, d'une motorisation hybride, comme je vous ai dit, avec les deux parties. Donc ce projet est devenu essentiel, comme vous avez dit tout à l'heure, au niveau climatique, les problèmes qu'on avait rencontrés. Donc voilà, d'abord, notre projet est visé sur ça. Nous sommes des étudiants, donc pour la plupart, soit en première année, deuxième année, jusqu'à la 4e année d'école d'ingénieur. Le but pour nous, c'est de se former au futur et pourquoi pas, du coup, travailler dans tel milieu. On a décidé de choisir un kart parce que la plupart d'entre nous sont bien sûr fans de sport automobile, mais aussi parce que c'est la facilité qu'on voulait additionner avec la complexité de l'hydrogène. C'est pour ça que du coup c'est un kart hydrogène. Voilà. Donc ça, ce sont les questions qui nous sont venues dès le départ pour pouvoir lancer le projet. Voilà. La première mondiale, ça c'est un point très important, car voilà, nous voulons homologuer le kart. Aujourd'hui, ce n'est pas réalisé encore. C'est pour ça que c'est une première mondiale. Le but étant de courir contre des modèles thermiques. Au départ, pas faire de résultats exceptionnels. Voilà, montrer que c'est possible, convaincre les gens et voilà, que ça devienne possible. Ensuite, dans une deuxième partie, avec d'autres générations qui viendront derrière nous, affineront tout ça pour atteindre des résultats meilleurs. Voilà, comme je vous ai dit, se préparer au futur hydrogéné qui nous attend. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, plusieurs d'entre vous, c'est inévitable au bout d'un moment. Voilà, c'est l'avenir. Donc, l'Estaca, notre école, donc, qui est classée 2e meilleure école d'ingénieurs d'après le Figaro 2021, comme vous pouvez voir, et Hydrogène, qui est l'association dans laquelle se développe le projet Source. Hydrogène réunit plusieurs projets.
Il propose aussi un prototype qui a pour but de rouler avec autant qu'1 litre d'essence en hydrogène le plus longtemps possible. Voilà. Ensuite, vous allez voir le calendrier du projet qui a été lancé du coup en 2021, en septembre de cette année-là. Le but est qu'en 2024, nous puissions concourir contre des modèles thermiques. À ce jour, nous avons commencé donc toute la partie administrative, le lancement, voilà, démarches de communication, etc. Puis nous avons commencé à réaliser de ce qu'on appelle des PITA, ce qui est au sein de notre école le temps qu'on a mis à disposition des élèves pour qu'ils puissent se renseigner sur les éléments, développer les parties intéressantes du kart, motorisation, châssis. Et aujourd'hui, donc, ces 3 PITA sont terminés et nous allons commencer la partie suivante sur le châssis et commencer à acheter les pièces pour le futur et prévoir sans retard, si possible, pour 2024, être sur les circuits. Et vous aimeriez, j'imagine, un jour faire rouler ce kart ici au Mans? Oui, bien sûr. Notre objectif, c'est de rouler contre des modèles thermiques. Alors, si le circuit du Mans nous accueille, on ne dira pas non et on sera ravis d'être présents. Pierre Fillon a dû partir, mais je pense qu'il vous fera une réponse par rapport à ça. À mon avis, ça l'intéresse. Bassel Aslange, il y a presque un peu une convergence. C'est un peu comme Green GT finalement. C'est d'abord on teste la technologie, puis après il y a cette volonté d'être compétitif. Effectivement, je pense que c'est complètement normal, parce que si on veut faire tout à la fois, on n'arrivera jamais. Donc mieux, premièrement, faire un prototype, le faire marcher, après le rendre compétitif et fiable. Et je pense que c'est le déroulement naturel des développements sains. Il est temps de conclure cette table ronde. J'aimerais juste dire un petit mot peut-être Dr Ulrich. Quand on voit ces projets de la jeunesse qui travaillent sur le karting à hydrogène, qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, c'est bien parce que quand les jeunes ingénieurs s'occupent des technologies qui sont orientées pour le futur, il arrive toujours des nouvelles idées et ils voient les choses plus ouvertes. Et c'était toujours un accélérateur des idées et des développements. Pour moi, c'est toujours très, très positif. Moi, je travaille encore à l'Université de Vienne et moi, je pousse énormément que les jeunes s'occupent un peu aussi du motorsport parce que c'était toujours vraiment un très bon laboratoire et je suis sûr que ça va rester comme ça. Merci infiniment, Dr Ulrich. Merci à vous tous. Merci Michel Vaillant. Super costume, hein, je voudrais le même. Bravo Clémentine. Bon appétit et merci d'être là.